Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h sur les antennes de Numérica Télévision. Tout de suite, le sommaire. La Confédération épiscopale nationale du Congo dénonce ce qu'elle qualifie de campagne de diabolisation du cardinal Laurent Mosengo. C'est au cours d'un point de presse tenu cet après-midi. Le rassemblement va tenir une réunion ce vendredi à la demande du G7 qui veut harmoniser les points de vue au sein du groupe. Puis les sinistrés de la catastrophe naturelle de Kinshasa viennent de bénéficier de l'assistance du gouvernement central ce jeudi et la question des inondations était au menu de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et le caucus des élus de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez parfaitement raison. D'abord, cette information, les sinistrés de la catastrophe naturelle de Kinshasa viennent de bénéficier de l'assistance du gouvernement central ce jeudi devant la délégation conduite par le vice-ministre de l'Intérieur Ramazani Chaldari. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a réceptionné ce don composé de vivres et de non-vivres, action saluée par le ministre de la Solidarité et Action humanitaire qui a indiqué que les conséquences humanitaires causées par ces pluies diluviennes sont énormes. La charge de distribution de ces assistances humanitaires a été confiée au gouvernement provincial de Kinshasa qui va travailler directement avec les bourgmestres des communes et les chefs des quartiers. Et la question des inondations qui ont endeuillé la ville de Kinshasa était au menu d'une séance de travail aujourd'hui entre le président de l'Assemblée nationale et les élus nationaux de la capitale. À l'issue de cette rencontre, quelques recommandations ont été formulées et ils ont demandé au gouvernement de prendre des mesures à court et à long terme en vue de prévenir ce type de catastrophe. On écoute le rapporteur du caucus des élus de Kinshasa, Patrick Mouyaya. Il est au micro de GT Tsoleni et Eric Alambaye. La province de Kinshasa réunit ce jour autour du bureau de l'Assemblée nationale sous la présidence de l'honorable Aubin Minaku Njalanjoko, dans l'objectif de faire l'évaluation des conséquences des inondations qui ont endeuillé la ville-province de Kinshasa en ce début d'année 2018. À cette occasion, nous avons tenu premièrement à réitérer notre compassion aux familles éplorées. Après l'état des lieux fait au début de cette réunion, l'Assemblée nationale a étudié les causes qui sont à la base de cette situation, notamment 1. Le non-respect et le manque de connaissances des dispositions légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et au lotissement urbain, le manque de synergie au niveau des services de l'État commis à cette tâche, le non-curage des caniveaux, des rivières et des égouts dans la ville-province de Kinshasa, la mauvaise évacuation des immondices, y compris la mauvaise gestion des emballages en plastique. Après débat et échange, nous recommandons ce qui suit au gouvernement. 1. Faire respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires en matière de construction, notamment avant l'attribution des autorisations des bâtis. Je le disais au sommet, la conférence épiscopale nationale du Congo a échangé ce jeudi avec la presse. Les évêques ont dénoncé ce qu'ils qualifient de campagne de diabolisation du cardinal Laurent Mosengo. L'épiscopat exige des preuves à ceux qui estiment que le cardinal nourrit des ambitions politiques et participerait à la déstabilisation des institutions de la République. Plus de détails dans ce reportage signé Anita Kangoudia et Doudou Kassouba. Face aux violences et à la répression dont étaient victimes des fidèles catholiques de certaines paroisses, la SYNCO exige que les sanctions soient prises à l'encontre des auteurs de ces actes. L'Église qui, par sa nature, a le droit d'intervenir dans les questions de foi et de mœurs, peut prendre position en matière politique en vue d'exercer sa sollicitude et ses responsabilités à l'égard de l'homme qui lui a été confié par le Christ lui-même. Depuis lors, l'on assiste à une campagne d'intoxication
de désinformation, voire de diffamation, orchestrées même par des responsables des institutions de la République contre l'Église catholique et sa hiérarchie. Le peuple congolais en est témoin. Il est juste et urgent que des sanctions exemplaires soient prises à l'encontre de ceux qui ont torturé, blessé et tué nos concitoyens, ainsi que de ceux qui ont délibérément profané nos églises, lieux saints consacrés à la prière et à la rencontre avec Dieu. Par ailleurs, les évêques dénoncent la tentative de division de l'épiscopat congolais. Au cours de ces points de presse, la SENCO est revenue également sur la situation de l'Église catholique et sa hiérarchie depuis la publication de certains communiqués, notamment celui du nonce apostolique de la SENCO, mais surtout celui du cardinal Mosengo. L'épiscopat congolais s'insurge contre ce qu'il qualifie de campagne de diabolisation de l'archevêque de Kinshasa. Ce n'est qu'un rappel, la Belgique a révisé sa coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo et a décidé de verser aux ONG 25 millions d'euros plutôt qu'au gouvernement jusqu'à l'organisation d'élections crédibles. Un nouveau programme bilatéral avec les autorités congolaises ne pourra être conclu qu'après l'organisation des élections crédibles sur base des principes de bonne gouvernance, indique le communiqué du ministère belge des Affaires étrangères. Et comme tous les jeudis, je suis accompagnée de Jephté Tsoleni qui est à la suite du journal. Et Jephté, vous allez évoquer la réunion du rassemblement de l'opposition convoquée après l'alerte du G7 et de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Exactement, 24 heures après la correspondance du G7, le rassemblement de l'opposition vient de convoquer une réunion ce vendredi 12 janvier. Cette rencontre devra permettre à toutes les composantes de la plateforme d'avoir le même entendement sur les questions de l'heure en vue de réorienter le combat. À en croire le G7, il sera question d'harmoniser les vues, notamment sur la stratégie de communication de manière à renforcer l'unité du groupe et l'efficacité d'action. La rédaction de Numérica TV s'est penchée sur ce dossier. Mouine Mouroubfel. À l'origine confidentielle, la lettre du président du G7 à son collègue du Rassemblement L de Limité s'est vite trouvée répercutée sur les réseaux sociaux sans qu'il soit déterminé l'origine de la fuite. Un détail troublant tout de même, la lettre de Pierre Lumbi à Félix Tshisekedi est datée du 9 décembre 2018. Mais la faute de frappe et le ton extrêmement poli cachent mal le malaise et le fossé qui se creuse entre d'une part l'opposition radicale incarnée par l'UDPS et le G7 plus pragmatique et à la limite modéré dans ses prises de position. Pierre Lumbi relève d'abord la nécessité d'harmoniser les stratégies de communication au sein d'une plateforme où les déclarations intempestives des uns et des autres créent une véritable cacophonie. Mais surtout, le G7 estime qu'il convient d'avoir le même entendement sur le sort actuel de l'accord politique du 31 décembre 2016, ainsi que les voies et moyens d'atteindre l'objectif de la transition sans Kabila. Et surtout, définir des éléments de langage appropriés. En clair, il se dégage deux observations. La première est que le collectif des anciens caciques de la majorité présidentielle refuse de hurler avec les loups. La seconde, la plus importante, laisse entrevoir un doute sur la survie même de l'accord du 31 décembre, logiquement tombé caduc après la publication du calendrier électoral. D'où il découle tout aussi logiquement que le projet d'une transition sans Kabila reste une chimère, surtout agité pour la consommation extérieure. Kungo Akumanza, l'un des ténors du G7, déclarait récemment que pour eux, ce qui compte, ce sont les élections sans Kabila, tout en prenant acte du calendrier de la CENI avant de démissionner de la présidence du G7 Katanga. La réunion convoquée ce vendredi devra fixer les esprits à Limité. L'on répète à l'envi que le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Une pilule qui passe mal au G7, qui peine à convaincre les radicaux tshisekédistes de la nécessité de s'aligner derrière un candidat unique de l'opposition à la présidentielle. Et bien entendu, ce candidat, c'est leur champion, une autre chimère. Entre-temps, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont finalement rencontrés. C'était hier à Limité. Les présidents du Rassemblement et de l'UNC ont passé en revue les événements du 31 décembre dernier. Les deux leaders de l'opposition ont déploré les déploiements des forces de sécurité lors de la marche pacifique initiée par les comités des laïcs
catholique. Selon des sources proches, les deux hommes se sont mis d'accord sur l'organisation dans les prochains jours d'une rencontre qui devrait mettre autour d'une même table toute l'opposition afin de décider d'un calendrier commun d'action. Rendons-nous à présent au marché d'Iwenzeyambila, au quartier Kingabwa. Nous sommes là dans la commune de Limete. Les meuniers sont confrontés à la carence d'électricité permanente. Constat fait par nos reporters Glorian Tseya et Jires Chimanga. Pas de farine de maïs en vue, encore moins de manioc visible. Pour cause, les portes des moulins sont cadenassées. Pas de vombrissement de monteurs non plus. Au marché d'Iwenzeyambila, au quartier Kingabwa, le manque du courant électrique dans ce coin devient normalité. Cette situation crée un vrai handicap, explique ce meunier. Ici, nous sommes privés du courant électrique. Nous ne pouvons travailler. Ce travail dépend totalement du courant. Les vendeuses de farine de maïs et manioc sont obligées d'effectuer de longs trajets pour faire moudre leurs grains et cossettes de manioc. Elles appellent à l'aide. Je quitte ici pour aller moudre ma farine de maïs très loin pour revenir vendre. Cela m'épuise. À cause du manque de courant électrique, je suis obligé de faire le déplacement. Cela me coûte très cher. Cela fait déjà plus de 2 semaines que le marché d'Iwenzeyambila est privé du courant électrique. Nous allons à présent passer au sport. Plus que 24 heures pour le coup d'envoi du CHAN 2018 au Maroc. La 5e édition du championnat d'Afrique des Nations va se dérouler du 13 janvier au 4 février 2018. La succession des léopards de la République démocratique du Congo est donc ouverte. Le tenant du titre, l'équipe congolaise, est absente du tournoi réservé aux joueurs évoluant dans leur pays. Cette compétition devait initialement avoir lieu au Kenya, mais des retards dans l'organisation ont poussé la Confédération africaine de football à délocaliser ce CHAN 2018. Entre-temps, le comité exécutif de la CAF vient d'annoncer une visite d'inspection en Éthiopie, pays hôte du CHAN 2020. Mais y aurait-il l'édition 2020? Des voix s'élèvent pour que les championnats d'Afrique des Nations soient supprimés et que des tournois régionaux comme la Coupe de l'UFOA ou du COSAFA prennent davantage d'importance au sein du football africain. Toujours en sport, et Robert Kidiaba, l'entraîneur des portiers du tout-puissant Mazembe, a donc été désigné parmi les ambassadeurs de ce CHAN 2018. La suite en images. La Confédération africaine de football a dévoilé le mardi 9 janvier dernier l'identité des 3 ambassadeurs qui vont parrainer la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Il s'agit du Marocain Noureddine Naibet, du Tunisien Adel Chedli et du Congolais Robert Kidiaba. Vainqueur de la première édition du CHAN le 8 mars 2009, l'ancien gardien du tout-puissant Mazembe a été rendu célèbre grâce à ses performances sur la scène continentale et mondiale, tant avec son club qu'avec les Léopards du Congo. Robert Kidiaba s'est aussi distingué par sa manière toute particulière de célébrer les buts de son équipe en faisant recours à ses jambes et bras pour se déplacer avec son postérieur. Robert Kidiaba est devenu par la suite l'entraîneur des gardiens au sein du tout-puissant Mazembe. Quant à Adel Chedli, les Tunisiens, il est le tout premier joueur de l'histoire à remporter les doublés CAN-CHAN. Noureddine Naibet est né à Casablanca, ville dans laquelle il a remporté une Ligue des champions de la CAF en 1992 avant d'aller poursuivre sa carrière en Europe. Le CHAN 2018 va se dérouler du 13 janvier au 4 février 2018. Hors de nos frontières, le président angolais João Lourenço a démis de ses fonctions le fils de l'ancien chef d'État José Eduardo dos Santos, qui était à la tête d'un fonds d'investissement souverain du pays. Annonce faite par la présidence de l'Angola. José Filomeno dos Santos a été remplacé par un ancien ministre des Finances, Carlos Alberto Lopez, le fils de l'ex-président surnommé Zenou, avait été mis en cause dans le scandale de Paradise Papers. Le fonds aurait été versé des dizaines de millions de dollars à un homme d'affaires
proche de Zenou pour gérer cette entité. Ce coup de balai est intervenu quelques jours seulement après celui de la fille Isabelle de Santos en novembre dernier de la présidence de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de continuer à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. En tout cas, Jephté Soleni et moi étaient très heureux de vous présenter ce journal. Je vous retrouve demain 19h, mais Jephté, je te retrouve jeudi prochain. Avec le même plaisir. D'accord. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme sur Numérica et à demain 19h.